Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, c'est un grand bonheur et un grand honneur puisque nous accueillons Monsieur le maire de la ville de Strasbourg, Roland Ries. Cher Roland, bonjour et bienvenue. Bonjour, Et je suis ravi d'être dans ce magnifique écrin de l'Odyssée. merci beaucoup. Alors, si tu es d'accord, comme c'est le protocole de l'amitié à l'Odyssée et que nous nous tutoyons dans la vie privée, on pourra utiliser le tu. Je dois d'abord dire, au nom de toute l'équipe de l'Odyssée, toute l'estime que nous avons et que j'ai pour toi, et notamment non seulement comme maire de Strasbourg, pour un temps encore, et aussi pour ta présence dans les périodes de crise, que ce soit à l'occasion de l'attentat terroriste d'il y a 2 ans, ou que ce soit dans cette crise de tempête virale. Alors c'est un grand honneur de t'accueillir dans ces conversations, toi qui aimes l'Odyssée, qui as défendu l'Odyssée quand c'était nécessaire. Alors moi je voudrais d'abord te poser une première question sur tes réflexions en tant que maire, mais aussi en tant qu'être humain sur cette période sidérante, parce que si le 31 décembre on t'avait dit, on nous avait dit qu'on allait vivre ce qu'on vient de vivre, on aurait dit allez, soyons sérieux. Et pourtant c'est arrivé, la réalité dépasse la fiction. Donc quelles sont tes premières impressions et ce que tu as fait aussi? Alors, mon cher Farouk, tu as utilisé l'adjectif sidérant, et effectivement, ce que nous vivons en ce moment est sidérant au sens premier du terme, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait incroyable, que personne n'avait prévu, il faut dire les choses comme elles sont, et que nous vivons, difficilement et courageusement quand même. Je voudrais dire ça d'emblée, j'étais très étonné quand même par la capacité des Strasbourgeois à, je dirais, affronter un événement de ce genre qui n'avait absolument pas été imaginé un seul instant. Et de ce point de vue, je dois dire que je pensais, moi, naïvement peut-être, que l'époque des grandes pandémies, des grandes épidémies était passée. On a connu ça jadis, il y a soit très longtemps, les épidémies, pardon, de peste par exemple, de choléra, plus récemment l'Ebola, évidemment toujours ailleurs. Je ne pensais pas qu'on pouvait vivre une chose pareille. Je pensais qu'avec les vaccins qu'on avait, les thérapies diverses et variées, on pouvait peut-être avoir, oui, les grippes saisonnières qu'on connaît tous les ans, mais pas une épidémie de cette nature. Et pourtant, elle est là. Ce qui montre, soit dit en passant, aussi la fragilité de toute notre construction politique, sociale, économique. Un virus invisible nous attaque et arrête les activités de la planète. Donc ça nous oblige à une certaine humilité. Nous ne sommes pas devenus maîtres et possesseurs de la nature, pour reprendre une expression de Descartes au XVIIe siècle. Nous la maltraitons souvent, la nature, et on peut aussi considérer que cette pandémie, je dirais, et son extension mondiale sont liées à un mode de développement, à un mode de vie avec du voyage aérien, aux 4 coins de la planète, avec tout ce qui s'est mis en place peu à peu et qu'il va falloir quand même, me semble-t-il, revisiter à l'issue de cette période difficile. Donc moi j'ai essayé à titre personnel et dans les prolongations de mon mandat quand même, il faut dire les choses comme elles sont, j'ai essayé de faire face autant que je pouvais avec nos services, avec l'État, dans une co-construction permanente avec l'Eurométropole, Robert Herrmann, avec les responsables de la région, du département. Bref, on a fait front commun, je dois dire, globalement, et c'est très bien ainsi. Ne serait-ce que pour cela,
Dans c'est une un région élément, particulièrement touchée aussi. dans une région particulièrement touchée, c'est important qu'on puisse le dire. Dans les catastrophes, il faut aussi trouver les moyens de rebondir et de positiver en quelque sorte. Cette alliance de la diversité politique, de la diversité sociale, même s'il y a eu des ratés, comme toujours, on est en face de l'humanité. L'humanité, elle peut se tromper, elle peut retourner à ses errements. On a quand même globalement réagi positivement et au stade où nous en sommes aujourd'hui, avec la deuxième phase du déconfinement qui va commencer dans quelques jours, on va pouvoir dire qu'on est sur la bonne voie. Merci beaucoup. Alors, oui, il y a eu des ratés, comme tu dis, mais je ne veux pas t'obliger à faire de la politique. On aura tout le temps après, mais beaucoup parlent du monde d'avant, du monde d'après. Loin de moi de vouloir faire tomber des têtes, parce que ça, c'est du populisme inutile, mais je pense qu'il y a aussi des leçons à tirer des erreurs d'appréhension, de conception, si on veut, gestion à flux tendu, qui font qu'on réduit le nombre des hôpitaux, des lits d'hôpitaux de réanimation, les masques, 1,4 milliard qui s'évaporent parce que c'est pas rentable, et toujours cette course au profit qui est quand même un peu... La course au profit doit être au service du bien commun et pas le bien commun au service de certains appétits privés vertigineux et qui ont les yeux, comme on dit en Turquie, plus gros que le ventre. Et en France aussi, on le dit. Voilà. Absolument. Alors, je voudrais revenir peut-être parce que dans une ville, il y a aussi la culture. Et une ville est composée non pas de consommateurs, mais de citoyens, de citoyennes et de citoyens. Et soudain, à partir du 15 mars, toutes les activités culturelles ont été arrêtées, et notamment le cinéma. Alors je voulais avoir un peu ton point de vue et te rappeler ce que Paul Lang, directeur des musées de Strasbourg, qui est venu ici, avait évoqué, une phrase que moi je ne connaissais pas, mais qui est formidable, de Winston Churchill, quand on lui disait en 1941, mais il faudrait peut-être abolir le ministère de la Culture parce que on aura plus d'argent pour faire la guerre, et Churchill, qui n'était pas pourtant, qui était un homme cultivé, mais qui n'était pas sa préoccupation principale, la culture et l'art, eh bien il dit, mais vous me demandez d'annuler tout ce pourquoi nous nous battons. Alors, quelles sont tes considérations, ton point de vue, tes réflexions sur l'importance de la culture dans la cité et des expressions culturelles? Alors, je voudrais répondre en deux points. D'abord, le premier point, on a arrêté la culture, c'est vrai, mais comme on a arrêté l'ensemble des activités économiques, sociales, politiques, donc c'est une parenthèse qui s'est mise en place. Et comme toute parenthèse, il y a un signe d'ouverture et un signe de fermeture. On n'est pas encore à la fermeture aujourd'hui, mais je pense qu'on s'en approche. Donc ça, c'est la première chose. Pour ce qui concerne le fond des choses, je partage ce que dit Winston Churchill, la culture n'est pas une cerise sur le gâteau, elle est partie prenante du gâteau, elle est peut-être le levain dans la pâte du gâteau, et donc elle est indispensable, nécessaire. Alors, tu parles du cinéma, on pourrait parler du théâtre, on pourrait parler de la poésie, de la musique, enfin, toutes les formes d'art sont hautement nécessaires. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, je crois que l'aspiration des publics dans leur diversité, c'est qu'on puisse reprendre la vie culturelle. Et alors, comme on est ici à l'Odyssée, évidemment, on va parler du cinéma, qui, comme on le sait, suscite bien des débats à Strasbourg, mais sur le fond, Churchill a raison. Ne considérons pas la culture comme une sorte d'épiphénomène pour agrémenter le temps à passer, ou les minorités éventuellement. C'est un élément très important, à la condition expresse que l'expression artistique soit totalement libre et que les publics n'attendent pas tous la même chose de l'offre culturelle.
Donc essayons de répondre à ces attentes et faisons en sorte que la culture reprenne pleinement sa place dans notre société et le plus rapidement possible. Dans la richesse de sa diversité. Dans la richesse de sa diversité, bien sûr. Oui, alors je voudrais, c'est très important évidemment, mais comme disait André Malraux, un ministère de la Culture qui ne représente que 1% du budget de l'État, c'est une plaisanterie inutile. La culture représente une part importante du budget de la ville de Strasbourg, 1,3 milliard, si j'ai bonne mémoire. À peu près un quart de notre budget. Voilà, et c'est un quart du budget de la ville. Simplement, aujourd'hui, on est dans une période où il y a la question du retour du public vers les activités culturelles, parce que tant qu'on n'aura pas un vaccin, si on en trouve un, ou un traitement éprouvé, il y aura une prudence ou même une crainte de la part de, en tout cas, certaines fractions ou composantes du public, notamment les personnes âgées, les scolaires qui sortiront, j'en ai bien peur, beaucoup moins. Et il y a donc des mesures un peu exceptionnelles ou spécifiques à prendre, pas seulement pour le cinéma, mais pour toutes les activités. Et moi, je voudrais te soumettre une idée que j'avais soumise lors d'une visioconférence à deux de tes adjointes et collègues au conseil municipal et à l'Eurométropole, Catherine Trottmann et Christelle Kohler, dans une visioconférence avec toutes les salles de cinéma. Je commence par le cinéma. Je disais que si, alors le montant c'est indicatif, c'est pas ça qui est important, mais si on décidait de consacrer l'équivalent de 15 € ou de 10 € par habitant de la ville de Strasbourg, de 180 000 personnes, pour inciter les différentes structures et associations culturelles à imaginer des initiatives qui favoriseront un retour dans le respect des conditions sanitaires, évidemment de sécurité. Qu'est-ce que tu penses d'un effort particulier? Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est bien facile de dire oui, on est pour la culture, mais il faut à un moment donné passer aux actes aussi. Bien sûr. Alors, je vais répondre là aussi en deux points. D'abord, sur la première partie de ta question, qui concerne le retour des publics vers les salles obscures, comme on disait à une certaine époque au cinéma, mais aussi au théâtre ou ailleurs. Il y a, à mon avis, deux conditions à remplir. La première, c'est d'abord qu'il y ait une offre. Donc, elle va redémarrer à partir du 22 juin, ça c'est très bien. Et il faut que cette offre soit doublée en quelque sorte d'une campagne sous une forme ou sous une autre pour indiquer qu'on peut revenir maintenant dans les salles en toute sécurité parce que des mesures spécifiques auront été prises. Provisoires sans doute, mais on ne pourra pas ici avoir l'ensemble des sièges occupés. Il va falloir effectivement qu'on ait une forme de distanciation. Et c'est très important qu'on mette en avant ces conditions-là pour rassurer les gens. On le voit bien dans les écoles ou ailleurs, quand on rouvre aujourd'hui, eh bien, dans un premier temps, on a relativement peu de gens. Il n'y a pas de ruée, parce que on se demande comment ça va se faire, est-ce que c'est possible, je ne sais pas combien ça va coûter, ou que sais-je. Donc, cette campagne, je dirais, pour repositionner en quelque sorte l'attractivité de notre culture, de notre offre culturelle, me paraît indispensable. Avec des mesures barrières, comme on dit, qui permettent justement cette réaction. Sur la deuxième partie, l'aide spécifique, on le fait dans toutes sortes de domaines. J'ai rencontré hier les hôteliers restaurateurs. On va leur faire des facilités, évidemment, justement pour passer cette période-là. Parce qu'il ne faut pas croire que le déconfinement se fera aussi vite et aussi facilement que le confinement. Le confinement, ça s'est fait du jour au lendemain. On a fermé les portes parce qu'on a demandé de fermer les portes.
C'était relativement simple, même si c'était très douloureux, évidemment. Et que les conséquences, on les verra au fur et à mesure, maintenant et à l'avenir. Mais je pense que cet accompagnement des collectivités publiques pour faciliter le passage vers une vie, j'ose pas dire normale, parce qu'on ne reviendra pas au statu quo ante systématiquement. Et c'est une bonne chose qu'on puisse prendre un peu de distance et voir comment on peut faire évoluer, y compris l'offre culturelle. Donc, alors, on va pas parler de chiffres pour l'instant, tu en as cité, il faut qu'on voit comment les collectivités peuvent aider le cinéma dans cette période transitoire pour qu'il passe à une nouvelle période de déconfinement total et qu'il vole ensuite de ses propres ailes avec l'aide des collectivités locales, augmentée en tout cas pour la période transitoire. Donc, si j'ai bien compris, tu es d'accord sur le principe d'une nécessité d'implication des collectivités territoriales. Après, il faut discuter les modalités. Oui, ça, alors que ce soit 1 euro, 2 euros, 15 euros, ça c'est. En Turquie, on dit on allonge les pieds en fonction de la grandeur de la couverture que l'on vous donne. Donc, ça dépendra des moyens. C'est pas le lit de Procuste, ça. Non, non. Faut faire attention, parce que là-bas, on allonge en tirant lorsqu'on n'a pas la taille suffisante, et puis on coupe lorsque ça dépasse. Non, ça c'est. Et puis ça, c'est pas très bien. Le lit de Procuste, ça veut dire que tout le monde est exactement sur le même plan. Or, je pense que c'est plus compliqué que ça, notamment en matière culturelle. Donc je crois que les collectivités ont un devoir aujourd'hui d'accompagnement de la reprise des activités, y compris des activités culturelles. Il va falloir qu'on en parle, parce que je n'ai pas non plus une machine à produire de l'argent. Oui. Nous avons des moins-values importantes en termes de recettes en ce moment. Je pense par exemple au stationnement en ville, par exemple. Et on a des dépenses supplémentaires liées à la lutte à la guerre contre le Covid. On est aujourd'hui à environ 10 millions, 11 millions de déficit par rapport au budget qu'on a voté en décembre, je rappelle. Donc il va falloir que la nouvelle équipe, évidemment, prévoie un budget supplémentaire, correctif, et qu'on fasse attention à ne pas aller trop loin. Et l'accompagnement, il doit se faire, il est indispensable. Et c'est notre rôle, c'est notre responsabilité d'aider à la reprise de l'offre culturelle dans le contexte que nous connaissons. Eh bien, je suis persuadé qu'il n'y a pas seulement nous, mais beaucoup de gens, des acteurs de la vie culturelle de Strasbourg qui t'écouteront et qui seront très rassurés d'entendre les propos que tu tiens. Je voudrais juste, puisque je parle d'être rassuré, te poser une question. Si j'ai bien compris, au conseil municipal du 4 mai, la ville a décidé, la ville de Strasbourg, de maintenir les subventions qui étaient votées et décidées fin de l'année dernière. Et donc, quels que soient les nombres de jours de fermeture ou d'inactivité qui auront frappé en fait 3 mois en réalité, du 15 mars au 22 juin, voilà. Alors, on a effectivement, le conseil municipal a donné au maire la possibilité effectivement d'accompagner les entreprises, la culture, le sport, enfin toutes les activités de la cité pendant la durée du confinement. C'est-à-dire que, par exemple, la ville ne demandera pas de loyer aux commerçants qui sont dans ces murs, et parce qu'ils n'ont pas pu avoir d'activité pendant cette période, il est normal qu'on ne les charge pas avec des loyers, j'allais presque dire, indus. Donc c'est un exemple des facilités qu'on peut donner. Pour ce qui concerne les associations, eh bien, c'est la même chose. Les associations, même si elles n'ont pas eu d'activité pendant cette période, et qu'elles ont des salariés,
toucheront les subventions habituelles qui ont été Voté. votées. Et je pense que, j'espère que les juges ne nous reprocheront pas un enrichissement sans cause des associations. J'espère que non, mais j'ai quelques interrogations parfois sur l'adaptation de nos règles de fonctionnement pour des temps aussi exceptionnels que ceux qu'on connaît en ce moment. Il faut savoir avoir un peu de souplesse, me semble-t-il, pour éviter les faillites, pour éviter les difficultés financières, de trésorerie du monde association. Ça me paraît indispensable, mais je n'ai pas trop d'inquiétude quand même là-dessus. Ben, c'est aussi très rassurant, je te remercie, cher Roland. Ce que je voudrais dire maintenant, parce que le temps passe, je voudrais d'abord lâchement profiter de l'occasion pour te solliciter pour que dès qu'on aura la réouverture de l'Odyssée, nous on a en plus un problème particulier, c'est cet échafaudage qui a été mis sans concertation, mais dont j'espère qu'il sera enlevé pour le 22 juin. Je serais très heureux que tu nous fasses l'honneur et l'amitié de venir pour une soirée débat avec un film qu'on pourra choisir ensemble si tu veux, un film que toi tu aimes. Et évidemment, ce ne sera pas dans une salle comble parce qu'il y aura les gestes, un cahier des charges de sécurité sanitaire. Et nous, on a toujours dit qu'il fallait veiller prioritairement à la sécurité du public et du personnel qui travaille à l'Odyssée. Mais même si c'est qu'à 50% ou 40% le droit de remplir les fauteuils de l'Odyssée, eh bien, on sera un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain, et je compte au nom de l'équipe de l'Odyssée sur ton aimable et érudite présence. Érudite, je ne sais pas, aimable, je l'espère, Oui. mais bien entendu, je serai là si tu m'invites. Mais tu sais que tu es Jamais refusé. chez toi à l'Odyssée, c'est le cinéma de la ville de Strasbourg. Et tu le seras toujours. Ce que je veux peut-être te poser une question, ce pourquoi nous avons plaidé, c'est le spectacle de filmique dans la salle de cinéma, pour deux raisons. D'abord parce que dans une salle, il y a, même si c'est en nombre plus réduit, mais des émotions qui sont convivialement partagées, ce qui est très important. Et deuxièmement, dans une salle de cinéma, tout se donne à voir en bigger than life, c'est-à-dire en plus grand que dans la vie. Et donc c'est un autre rapport qui est évidemment aux images de réalités fictives qui sont construites et projetées. Et donc toi, à tes yeux et pour toi, quel est ton rapport et quelles sont tes considérations par rapport à la salle de cinéma? Je ne parle pas de l'Odyssée seulement, mais au fait de voir dans une salle de cinéma des films. Ben, écoute, je vais te faire une confidence, Farouk. Avant de venir ici, j'ai un peu réfléchi à justement mon rapport avec l'offre cinématographique et comment ce rapport s'est mis en place il y a très très longtemps, forcément, parce que j'ai avancé en âge et en sagesse, et du coup, c'est aussi le moment où on peut un peu faire de la rétrospective. Si je puis t'interrompre, Victor Hugo disait, dans le regard des jeunes, il y a des étincelles, dans le regard des personnes plus âgées, il y a la lumière. Ah, ça, merci beaucoup, je ne connaissais pas cette citation de Victor Hugo, mais elle est superbe. Ouais. Je me suis souvenu en fait de la toute première projection à laquelle j'ai assisté, et c'était pas dans un cinéma, c'était dans une salle paroissiale à côté de l'église Sainte-Madeleine, et c'était des activités annexes qui avaient été mises en place par la paroisse, c'était la paroisse à l'époque, et on a fait une projection, une salle de projection, alors privée je suppose, appartenant évidemment, c'était dans les dépendances de l'église, là à côté de l'école Sainte-Madeleine, ça je me souviens très très bien, les
les anciennes fortifications qui sont là. Et je crois que le premier film que j'ai vu, c'est Le train sifflera 3 fois, qui, comme chacun sait, est de 1952, donc ça doit être 53 peut-être dans ces eaux-là. C'est un peu loin pour moi aussi. Et j'avais été fasciné par ce film. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de le regarder avec grand plaisir. Des acteurs magnifiques, Grace Kelly et Cooper. Et Gary Cooper. Gary Cooper, voilà. Gary Cooper, et je crois que c'est Fred Zinnemann. Voilà. Pour moi, c'était un vrai plaisir. Et j'ai encore aujourd'hui vraiment presque des formes d'émotion à regarder ce film qui a un scénario très simple. C'est le devoir face à l'amour. C'est ça, Gary Cooper est shérif du coin. Il épouse sa femme, Grace Kelly, et ils sont sur le point de partir en voyage de noces, enfin, un char avec deux chevaux, et puis tout à coup, il était shérif, il fait demi-tour au grand dam de Grace Kelly, de la femme qu'il vient d'épouser. Et il fait demi-tour parce qu'il a à porter cette localité dont il est le shérif jusqu'à l'arrivée du nouveau shérif. Donc il ne peut pas laisser une sorte de vide à ce moment-là. Et il revient, et puis ça tourne mal, et puis il y a un happy end quand même à la fin qui est très, très, très émouvant. J'ai trouvé que dans sa simplicité, ce film était pour moi un chef-d'œuvre. Alors je ne sais pas, aujourd'hui il est oublié passablement. Non, il est toujours dans pour les cinéphiles, il est connu. Eh ben, écoute, d'abord, je constate que tu pourrais faire des suggestions cinéphiles comme on essaye de les faire de façon formidable pour l'équipe de l'Odyssée. Et d'autre part, ce que je te propose, c'est que je vais voir s'il est disponible en distribution, dans le catalogue des distributeurs. Et on pourra faire, si c'est peut-être pas au mois de juin, mais en tout cas, on pourra montrer High Noon, puisque c'est le titre anglais, oui. ce film en ta présence. Si ce serait super, ça, oui. Alors écoute, comme le temps passe et que je vais te demander de bien vouloir donner le mot de la fin pour cet entretien, pour cette conversation, ton point de vue sur tout ce que tu veux. Alors, ce que je souhaite mettre en avant, c'est qu'on est aussi, au-delà de la pandémie, on est aussi dans une période très particulière pour l'offre cinématographique à Strasbourg. Beaucoup de discussions en cours, et je pense que l'Odyssée a une place dans cette offre cinématographique, une place qu'aucun autre cinéma ne peut remplir. C'est un cinéma d'art et d'essai, c'est un cinéma de la ville de Strasbourg, comme tu l'as dit. Il est donc normal que la ville de Strasbourg le soutienne. Je pense que pour moi, ça a toujours été ma conviction, et je ne crois pas qu'on puisse intégrer cette offre cinématographique dans le circuit commercial habituel. Et on a besoin d'une salle comme celle-là. En plus, c'est une salle magnifique. Je crois que c'est un des premiers cinémas. Un des plus anciens du monde, encore en activité. Encore en activité aujourd'hui. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je souhaite qu'on puisse. Je n'ai plus beaucoup de temps, mais je serai peut-être un peu plus souvent présent ici. Je compte sur toi. Oui, il faut toujours voir les choses de façon positive. Oui. Dans toute difficulté, il y a une porte de sortie et il y a des éléments positifs. Et voilà. Et je vous aiderai dans la mesure de mes moyens, peut-être en plaidant pour vous en temps opportun et le moment venu, comme on dit en langage administratif. Mais c'est sincère ce que je dis là. Je suis très attaché à ce cinéma, et Farouk, tu le mènes avec brio, et avec une équipe aussi, certainement, mais
une équipe, c'est autour aussi d'une personne. Et tu es cette personne, et j'ai beaucoup de respect, d'admiration et d'amitié pour toi. Ben écoute, je te remercie. J'allais te dire dans mes bras, mais la sécurité sanitaire fait que ce sera que symboliquement. Et en tout cas, c'était passionnant. Je te remercie beaucoup. Et merci au-delà de ta présence aujourd'hui ici. Merci pour tout ce que tu as fait, pas seulement pour l'Odyssée, pas seulement pour la culture, mais pour Strasbourg. Je crois que tous ceux qui nous suivent, le battement de leur cœur t'applaudiront en t'écoutant. Roland Ries, merci. Et Merci à à très toi. bientôt. Au revoir.